Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Nous avons l'habitude de recevoir à chaque printemps un ou des adultes qui viennent annoncer leur spectacle printanier de patinage artistique. On fait exception dans le temps et dans l'invité. Cette semaine, on reçoit une patineuse artistique qui nous parle de sa passion ou, devrait-on dire, de ses deux passions. Mesdames et messieurs, du Club de patinage artistique de Macamic, Mademoiselle Chanie Gagnon. Chanie, bonsoir. Allô? Chanie, à brûle pour point de même, comment on devient une patineuse artistique? Ben, des fois, c'est quand on le regarde à la télévision, ça nous donne la piqûre. Parfois, c'est des amis qui peuvent nous en parler. Ou... OK. C'est à force peut-être d'en entendre parler, comme tu Oui. dis, ou de voir ça aussi à la télé, ou avoir des copines qui, eux autres, sont déjà dans le patinage artistique. Mais c'est de l'essayer aussi. C'est ça, exactement. Moi, là, il y a une différence. Parce qu'on sait que toi, tu as vécu en banlieue de Montréal, même à Montréal et en banlieue. Tu as commencé, je pense, ton patinage artistique dans ce coin-là. Puis tu es revenu ici à Québec. C'est quoi la différence qu'il y a entre une patineuse artistique de la région de Montréal et une patineuse artistique du club de Macamic, disons? Ben, c'est plus compétitif dans la région de Montréal, c'est sûr. Puis quand on est rendu au niveau avec les cours privés, c'est vraiment... Comme moi, dans mon cas, c'est pas un talent inné. Il faut vraiment que je me force pour réussir. Fait que c'est sûr qu'à Montréal, ben ceux qui continuent après les écussons, les patinages plus, les plus petits avec les cours de groupe, ben c'est plus des gens qui veulent faire carrière là-dedans ou qui veulent entraîner. Ou... Okay. Fait que c'est plus compétitif, beaucoup plus. La compétition est plus forte dans la région de Montréal. Mais en ce qui a trait aux instructeurs, disons, est-ce qu'on compare? On peut comparer. Les instructeurs, c'est à peu près la même chose. Il y a autant de bons instructeurs ici en Abitibi qu'il y en a à Montréal. Même que je dirais qu'à Montréal, ils ont peut-être plus la tête enflée, si je peux dire. Ah, tiens! Fait que ils travaillent plus à leur méthode, puis si l'élève se confond pas à leur méthode, faut que tu en trouves un autre. Tandis qu'ici, ben... C'est bien dit. Je suis content d'entendre ça. Quand on dit que Chanie est vraiment sérieuse, c'est vrai, puis elle est franche, on vient juste d'en avoir un exemple. Si on parlait de pratique, parce qu'on ne peut pas devenir bonne ou championne, ou peu importe, sans avoir de la pratique, c'est sûr. Combien d'heures de pratique, à peu près, Chanie, elle peut faire pour soit une compétition ou un spectacle, parce qu'on sait que vous donnez toujours un spectacle de fin d'année, et vous faites aussi beaucoup de compétitions au cours de l'hiver. Combien d'heures de pratique que tu peux mettre sur ça? Bien, pour les compétitions, c'est sûr que c'est nos pratiques régulières pendant la semaine. C'est environ 5 à 8 heures par semaine, dépendamment. C'est sûr qu'avant les compétitions, on essaye de mettre plus le paquet quand on va à nos pratiques, là, de pratiquer plus fort puis de se forcer plus. Mais pour le spectacle, c'est toute la semaine de relâche. Là. C'est de bonne heure le matin vers 7 heures, puis on sort de l'aréna vers 8-9 heures. Là. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est comme dans n'importe quel sport, ça prend de la pratique beaucoup. Il y a une chose, moi, qui me chicote un peu, c'est que quand on assiste à des spectacles de patinage artistique ou de compétition, il y a toujours une musique, c'est sûr. Vous patinez sur ça, mais qui choisit le thème? Qui choisit votre musique? Est-ce que c'est toi qui choisis, qui dit « je veux faire mon numéro sur telle chanson » ou bien non, si c'est l'instructeur, c'est qui choisit? Pour le spectacle de patin, ils choisissent un thème. C'est le comité organisateur du spectacle qui choisit le thème. Puis c'est l'entraîneur en chef du club, Karine, qui choisit les musiques puis qui monte les numéros. Mais comme il y a des solos au spectacle, puis ça, c'est nous qui choisissons la musique en accord avec notre entraîneur. Puis pour les costumes, c'est la même chose, probablement? Oui. C'est la même chose. Sans être sur patin, mettons que tu es chez vous, à la maison, est-ce qu'il y a des exercices que tu peux faire pour, je sais pas, des assouplissements? Oui, bien c'est sûr que c'est de travailler la souplesse, là, essayer de faire nos splits, puis nos étirements, puis même au-delà des exercices, on a un plan alimentaire à suivre. Ah, OK, aussi. Qu'il faut essayer de manger, puis c'est sûr que c'est ça, c'est de travailler nos muscles puis notre souplesse, là.
Tu as un autre AB Oui, qui est le violon. oui. C'est une passion pour toi. Depuis combien de temps tu pratiques le violon? Ben, j'ai commencé au mois de janvier de ma 2e année. Ça veut dire que ça fait à peu près 6 ans. 6 ans Ouais. que tu pratiques le violon. Moi, je t'ai entendu jouer, puis je sais que tu joues très, très, très bien. Devant qui tu as joué déjà? Ben, on a joué avec Dino Clicquot quand je restais à Montréal pour un spectacle bénéfice au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis on a aussi tourné une émission de télévision dans la maison du cardinal Turcotte. Ah oui? Oui, avec mon professeur pour l'école. Parce qu'elle a tourné une émission de Noël, puis le cardinal Turcotte était invité. Donc on a joué pour lui. Puis j'ai joué aussi avec Martine Cardinal, ça c'était mon professeur à Montréal. C'est la violoniste de Sylvain Cossette en ce moment. Ah oui? Oui. Mon Dieu, c'est bien. En général, quel genre de musique tu joues? Moi, je sais parce que je t'ai entendu jouer, mais en général, c'est quel genre de musique? Ben, Est-ce que c'est classique? Oui, c'est sûr que c'est plus du classique que du rock ou d'autres choses, mais c'est sûr qu'avec un instrument comme le violon, on peut faire n'importe quoi. De nos jours, il se vend des pédales qu'on peut brancher après notre violon pour jouer toutes sortes de musique. Ah, oui. Mais c'est sûr que c'est plus du folklore et du classique là, à la base. Ça, c'est vraiment tes deux grands hobbies. L'hiver, c'est le patinage, puis le violon, c'est à l'année. Oui. Et en terminant, et ton professeur ici à Macamie, le violon? C'est Isabelle Fortin. Isabelle Fortin. Oui. Isabelle, on la connaît aussi, c'est un excellent professeur. Chani, merci infiniment. Continue ton beau travail en patinage artistique. Je sais même, hey, tu donnes des cours aussi, je pense, hein, aussi. Fait qu'elle elle reçoit des cours, elle en donne, puis elle continue à pratiquer ton violon parce que moi, je t'ai entendu jouer, puis j'ai trouvé ça vraiment, tu joues très, très, très bien. Fait que continue tes deux hobbies, puis on va sûrement entendre parler de Chani Gagnon. Merci beaucoup, Chani. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente à une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore une fois, cette année, le Relais pour la vie, édition 2008, a été couronné d'un franc succès. Alors, pour nous en parler, je reçois de Macamique Mme Sylvie Carifel. Madame Carifel, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, c'était un franc succès. C'est un grand succès à chaque année. Cette année, on a amassé combien d'argent pour le Relais pour la vie? 121 000 quelques. Environ 121 000. C'est beaucoup d'argent. Les gens, quand on parle, moi je les dirais tout le temps, puis même je ne dirai jamais assez, quand on parle des gens sont généreux. Puis je pense que c'en est une chose que vous faites où les gens s'impliquent énormément. Oui, puis ceux qui s'inscrivent au relais, les marcheurs, ils tiennent à... Ils veulent aller marcher, ils ont hâte que ça se passe, sont contents de s'inscrire, puis c'est vraiment la population nous encourage aussi. Donc, c'est très important. On parle de l'équipe souvent de Sylvie Carifel. Vous, Sylvie, c'est presque à l'année. Votre travail, un relais pour la vie se termine. Vous embarquez quasiment dans le prochain parce que vous faites des activités presque à la longueur d'année, ou presque? Oui. On commence déjà à préparer, on met en place pour notre vente de billets, pour notre soirée Saint-Valentin, la vente de bouchons. Il faut commencer ça d'avance, mais ça l'occupe. Ça passe. Ça l'occupe. Pour ça, oui. Juste pour donner un chiffre comme ça, votre équipe, à vous, l'équipe à Sylvie, vous avez amassé des sous au cours de l'année. Vous avez remis comment au Relais pour la vie, votre équipe? On a remis 19 700 $. Fait que près de 20 000 $ qui ont été remis. En général, les activités que vous avez faites pour amasser cet argent-là, c'est quoi exactement? Il y a toujours la vente de pantoufles en polar. Ça, c'est à l'année, j'en ai toujours. Ensuite, il y a notre activité de la Saint-Valentin, comme je vous disais, la soirée, le tirage de nos billets qu'on va vendre. Ensuite, la vente de bouchons. Ensuite, on a eu notre souper spaghetti. Et on était très chanceux. M. Charles Delisle nous a offert un beau banc. Ça, c'est un beau geste, ça. Très, franchement, là, Charles, un gros merci à Charles, là.
Il nous a fait un beau banc de quêteux. Je ne sais pas si tu l'avais Oui, vu, là, oui, mais exactement. franchement, c'était... C'est vraiment beau. Ça nous a permis d'amasser 1875 $ seulement avec le banc là, à Charles. Puis c'est avec le souper, etc., ça a généré des profits autour de 3200 Oui, je pense. environ, avec le ou souper, environ. oui. Oui, moi, je voulais justement là, en parler de ce banc de quêteux-là, là, M. Charles Delisle. Bravo, M. Delisle. Et puis, au nom du Relais pour la vie et de l'équipe, Sylvie est justement ici aussi pour vous remercier très généreusement de ce beau geste-là. J'aimerais préciser que cette année, on va avoir une nouvelle, une petite nouveauté. Oui. On a recueilli les gilets du Relais pour la vie qui n'ont pas servi. Ah, OK. On a fait une courte pointe. Ah, oui. Il ne faut pas que je dise « on » parce que c'est Mme Marceline Marcoux, Que tout le monde ma connaît. couturière que Oui, tout le monde que tout le connaît, monde qui connaît. est très dévouée Oui, aux causes. Exactement. Elle est présentement à fabriquer la courte pointe. C'est vraiment beau. Puis on s'est dit, l'argent des chandails qui restent du Relais, au moins ça va revenir au Relais. Oui, exactement. Puis ça va nous permettre d'amasser Fait que ça va être vendu, cette... Ça va être des billets qu'on va vendre. La vente va commencer après la soirée Saint-Valentin. Là. Puis le tirage va avoir lieu au souper spaghetti. Ah, OK. C'est vraiment beau. Alors, on va inviter les gens à acheter des billets en grand nombre parce que c'est vraiment un très beau geste. En 2008, il y avait combien d'équipes pour le Relais pour la vie? Environ 58 équipes. 58 équipes Oui. Ou environ. Oui. Il y avait beaucoup de marcheurs. Ah oui. Également, des survivants. J'ai été surpris du nombre de oui, survivants. 193 survivants. Ils ne se sont pas tous présentés au souper, mais pour la marche. Puis, mais il faut penser, ça nous paraît gros, 193 survivants. Avez-vous pensé comment il y en a de plus que ça? Oui, il y en a qui ne peuvent pas venir marcher. Il y en a qui ne veulent pas Ouais, s'afficher. exactement. Ça, c'est un fait. Puis ça, il faut respecter ça Oui. aussi, Oh. parce qu'il y en a qui, comme vous le dites, il y a peut-être une personne a souffert du cancer, il est en rémission aujourd'hui, mais il ne veut pas que ça se sache. Non. Donc, c'est libre à cette personne-là. Oui, on respecte ça. C'est respecté beaucoup et c'est très important aussi de les respecter. On ne peut pas faire ça sans avoir des bénévoles non plus, Mme Carifel. Beaucoup de bénévoles, je ne sais pas la quantité. Là. On disait autour de 120 environ. Ah, c'est possible. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a eu aussi un président d'honneur et des coprésidents qui ont joué un rôle aussi très important. Oui, Éric Audette et José. Qui étaient les coprésidents. Oui, ils ont fait un travail, franchement, là, pour eux autres, c'était une première. Ça a été franchement un beau succès pour eux autres. Un beau défi. C'était leur père qui était président d'honneur. Qui a déjà aussi été atteint du cancer, M. Audette, et qui s'en est sorti aujourd'hui. Alors, bravo. L'an prochain, on continue, Sylvie? Ah oui! C'est parti pour ça. C'est parti pour ça. Il est bon aussi de dire en terminant qu'au-delà de 637 000 a été amassé dans tout le Abitibi-Témiscamingue et dans les relais pour la vie. On a la liste, mais ce serait trop long de vous les donner. Donc, bravo à tout le monde. Bravo aux bénévoles. Bravo aux marcheurs, bravo aux survivants, bravo à ceux qui donnent pour le relais pour la vie et bravo à vous, Mme Carifel, pour votre implication. Chapeau à toute votre équipe et puis on va vous recevoir à nouveau au printemps prochain pour venir nous parler de l'édition 2009. J'aimerais vous préciser quelques secondes. Là. Oui. Qu'on a fait un calcul depuis les années qu'on a commencé notre équipe. Là, on a remis tout près de 60 000 peut-être même plus que ça. C'est grâce à la population parce que... Exactement. Sans la population, on a beau avoir des projets, mais si les gens ne participent pas, on n'a rien. Madame Carifel, merci infiniment. Alors, merci. Mesdames et messieurs, on s'absente à une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. 2 fois entraîneur de l'année et 2 fois l'honneur était des plus mérités. Mesdames et messieurs, l'entraîneur-chef du club d'haltérophilie de Lassar, M. René Bellemare, est accompagné d'une de ses élèves, et non la moindre, Mlle Jessica Ruel. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir.
D'abord, René, toutes nos félicitations pour cet honneur-là qui était bien mérité. C'est la deuxième fois que ça arrive. Oui, c'est 2 années consécutives que j'ai reçu l'honneur du meilleur entraîneur au niveau scolaire en haltérophilie, entre autres. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel honneur? Parce qu'on sait que, moi je veux appuyer sur une chose, René, c'est que les entraîneurs, quand on parle d'entraîneurs, surtout haltérophilie, qui est un sport qui commence à être connu, Oui. Un peu plus grâce à des personnes comme René Bellemare et à des personnes aussi comme Jessica Ruel. Qu'est-ce que ça fait? On dirait que vous sortez de l'ombre. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ça? Et 2 années de suite, surtout. Effectivement, Gabi, quand je l'avais reçu, il y a 2 ans, c'était la première fois qu'on le remettait à un entraîneur d'haltérophilie. Puis de le recevoir une 2e année consécutive, en tout cas, probablement, c'est comme tout plein d'amour qu'on reçoit. C'est comme si on apprécie le travail qu'on fait. Là. Parce que vous savez, que quand on fait le travail comme ça d'entraîneur, toute l'année, c'est énormément d'heures. Énormément d'heures à entraîner, à organiser des compétitions, à voyager les jeunes, les compétitions provinciales, nationales, tout ça. C'est parce que c'est très souvent un honneur qui est très mérité, oui, mais souvent, ça passe dans l'ombre. Moi, c'est ça un peu. On va donner des méritas, on va donner, dans des galas excellents, on va donner toutes sortes de prix. On fait une grosse boule avec ça, excusez l'expression, mais des personnes comme vous, René, qui travaillez vraiment dans l'ombre. Parce que ça, je veux le spécifier. Dans l'ombre, c'est quasiment 7 jours par semaine, c'est quasiment 12 mois par année. Recevoir un tel honneur, moi, chapeau, puis félicitations encore une fois. Et surtout, chapeau au gala Excellence du sport étudiant régional qui a enfin reconnu ce que les entraîneurs, surtout en haltérophilie, peuvent faire. Alors, bravo encore une fois. Merci beaucoup. On va aller avec Jessica, que René nous a emmené ce matin, et puis c'est très, très, très bien. Jessica, là, on vient de voir Christine Gérard, qui est allée aux Olympiques, qui est venue à quelques kilos près de monter sur le podium. C'est notre championne dans la catégorie 63 kilos. Pour une haltérophile comme toi, qui s'en va là, au championnat junior là, bientôt, donc qui a été au championnat et qui s'en va bientôt à un autre championnat, les Jeux du Commonwealth. Les Jeux du Commonwealth, qu'on va parler un petit peu plus tantôt. Ça représente quoi pour Jessica Ruel? Est-ce que c'est une source de motivation? Bien, c'est sûr. On se fait surtout différents modèles. Okay. On peut prendre, parce qu'il n'y a pas juste Christine qui est allée aux Olympiques. Non, c'est ça. Il y en a d'autres avec qui que je compétitionne, en particulier Marie-Lou, dans les 48 kilos, dans ma catégorie. Je fais des compétitions avec elle, comme les Canadiens seniors. Je suis à côté d'elle, je m'entraîne, ma compétition, puis elle est allée aussi aux Olympiques. Fait que pour moi, elle, dans ma catégorie, c'est plus facile de me comparer. Oui, OK. Mais Christine Girard, c'est sûr qu'elle est de la région, puis je peux quand même la côtoyer, puis c'est bien, là. Est-ce que, pour toi, est-ce que tu vis ça un jour, les Olympiques? Bien, c'est sûr. On y va une étape à la fois. Oui, mais là, j'ai déjà touché mon premier championnat du monde. Je pars pour un 2e. Puis, tranquillement, pas vite, on essaye de monter comme ça pour, en 4 ans, se rapprocher le plus possible des prochains Jeux olympiques. C'est une visée pour Jessica Ruel. Une chose qu'il faut dire, Gabi, aux auditeurs, c'est que pour aller aux Olympiques, c'est tout un escalier qu'il faut monter. Mon Dieu, oui, sûrement. C'est pas quelque chose qu'on décide une année avant l'année olympique. Comme les Olympiques, les prochains sont dans 4 ans. Fait que présentement, moi et Jessica, on en parle des Olympiques, mais on en parle juste tous les deux. On n'en parle pas beaucoup au public, aux gens autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de marches à monter. Il faut aller aux compétitions panaméricaines, aux championnats du monde, Commonwealth, ainsi de suite, pour se faire une place sur l'équipe olympique. Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que Jessica, elle est très jeune. Elle est allée au championnat du monde junior à Cali, en Colombie, au mois de juin dernier. Puis dans l'équipe canadienne, c'est elle qui a fait la meilleure performance. Jessica, c'est une personne qui a seulement 17 ans. Et Christine, elle a 23 ans. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que Jessica a beaucoup d'avenir. Elle n'est pas blessée aussi. Pourquoi pas rêver aux Olympiques? Pourquoi pas? Pour une haltérophile ou que ce soit féminin ou masculin,
La partie du corps qui travaille le plus, c'est quoi? Est-ce que ce sont les cuisses, les genoux, les jambes? Tout, oui, il n'y a pas... C'est plutôt les articulations. Oui, exactement, oui. C'est ça. Quand on effectue les mouvements, beaucoup les poignets, les genoux pour quand on est en flexion sous la barre. Puis les muscles qui travaillent qu'on a besoin de le plus, là, c'est les jambes, les cuisses. OK. Parce que j'en reviens à vous, René, ce que vous venez de dire, là, c'est vrai. Et si on compare très vitement, lorsque les camps d'entraînement au hockey s'ouvrent, c'est sûr que personne ne va dire, ou à peu près personne, aucun instructeur va dire, nous, cette année, c'est la Coupe Stanley qu'on vise, là, rien de moins. C'est sûr que dans la chambre des joueurs, il peut dire, hey, cette année, on s'en va jusqu'au bout, mais face aux journalistes et tout ça, il va être modéré, il va dire, bien écoute, on a des visées, mais on va commencer par le début, on va essayer de faire les séries, etc., etc. Alors, c'est un peu pareil, là. Ce qu'il faut dire aussi, Gaby, aux auditeurs, c'est que pour aller aux Olympiques, pour Jessica et pour René, qui est son entraîneur, ça nous demande énormément de sacrifices. C'est-à-dire que présentement, on est allé au championnat du monde, on s'entraînait 4 fois semaine, on faisait autour de 10 heures d'entraînement par semaine, à lever des poids. Pour aller aux Olympiques, on prendra peut-être de 8, peut-être 9, 10 entraînements par semaine. Donc, il faudra doubler le volume d'entraînement. Fait que lorsqu'on passe de 10 heures à 20 heures ou 25 heures d'entraînement, bien, pour Jessica et pour moi, ça nous met un petit peu moins de temps avec nos familles, elle avec son copain aussi, avec les études, parce que Jessica va à l'école aussi. Fait que c'est d'arranger un petit peu tout ça. Fait qu'on ne peut pas arrêter la terre de tourner pour s'entraîner. Est-ce que c'est difficile d'agencer justement ça, pratique avec l'école, avec ta vie privée aussi? Est-ce que c'est difficile à arranger? Puis plus vous allez avancer, plus, comme René disait, ça va être le nombre d'heures qui va augmenter, le nombre d'heures de pratique et tout ça. Est-ce que c'est difficile à agencer? Un peu, mais il faut vraiment bien gérer tout ça. Il faut se faire un bon emploi du temps puis tout ça. OK. On se parle beaucoup aussi, moi puis Jessica. Donc, on est très proches l'un de l'autre, on se parle beaucoup. On essaie de céduler les entraînements aussi en fonction un petit peu de Jessica puis ma disponibilité à moi aussi. Fait que le fait qu'on se parle beaucoup, je pense, c'est ça qui permet à un athlète de pouvoir cheminer beaucoup, c'est-à-dire de parler beaucoup avec son entraîneur. Fait que présentement, Jessica fait 4 entraînements semaine, mais on essaye d'arranger ça selon sa grille horaire de ses cours au cégep. Fait qu'à date, présentement, ça va bien 4 entraînements, puis après les fêtes, on va passer à 5 entraînements pour augmenter le volume d'entraînement. Ça, il y a une chose, moi, que je veux bien spécifier, René, si vous me permettez, puis parce qu'on touche à des points là, assez sensibles et à des points spéciaux. L'entraîneur, qui est René Bellemare, l'entraîneur de Jessica et de d'autres aussi, pas seulement que Jessica, on a ici Jean-Gabriel René, on a Annick Gagnon, on en a d'autres. On a une vingtaine d'athlètes. Une vingtaine. Toi, c'est bénévole. Oui, c'est bénévole. Alors, tout ce que René Bellemare fait, à l'exception de son travail rémunéré, quand on touche à l'haltérophilie, ça devient un bénévole. Ça devient à ce moment-là aussi, parce que tu accompagnes tes athlètes partout, c'est encore là, c'est du bénévolat. Comme par exemple, Gaby, pour les auditeurs, dans la dernière année, j'ai fait tout près de 1000 heures de bénévolat pour le club. Si on parle pour les Olympiques, avec Jessica, à ce moment-là, je vais passer probablement autour de 1500 à 1600 heures par année, peut-être 1700 heures, pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Entraîneur de l'année pour une deuxième fois, je pense que je vous le souhaite pour les 5 prochaines années. Non, mais c'est vraiment, tu sais, c'est parce qu'il faut le dire, parce que très souvent, les gens vont penser, ah oui, mais regarde, l'entraîneur, lui est payé, regarde, qu'à faire sa job, mais seulement que là, on voit que c'est vraiment, là, quand vous dites que vous allez passer peut-être de 1000 à 1500 ou 1700 heures, là, plus les compétitions vont aller en grosseur, si vous me permettez, ça devient à ce moment-là, pas rien que c'est du grand bénévolat. Puis il faut savoir aussi, Gaby, à l'intérieur du club d'haltérophilie, je ne suis pas seulement entraîneur, je suis aussi administrateur. C'est moi qui va conduire le véhicule pour aller aux compétitions provinciales aussi. Je vais organiser les compétitions. On fait des réunions de club aussi, des levées de fonds aussi au Mexique. Fait qu'on fait tout ça. Il n'y a pas seulement l'entraînement. Moi, je veux revenir avec Jessica, si vous me permettez. Oui. Catégorie 48 kilos. Moi, je veux qu'on l'explique, là. La catégorie 48 kilos. Ça représente quoi, 48 kilos? C'est ce que, Jessica, c'est ton poids? Est-ce que c'est ça? Ce que je dois peser au moment de la pesée de la compétition. De la compétition. On est pesé 2 heures avant le début de la compétition. À ce moment-là, je dois peser moins de 48 kilos.
peux peser 47 points quelque chose, 48,0. À partir du moment où je pèse 48,1, 49, je suis dans l'autre catégorie. Aïe, aïe, OK. Et ça veut dire qu'il y a un régime excessivement sévère. Ça veut dire que tu ne peux pas manger une poutine avant d'aller. Non! Si on s'entend comme ça, là, malgré que j'ai rien contre ça, là, une bonne poutine, sauf qu'il y a une alimentation puis un régime qui est très sévère. C'est contrôlé par qui, ce régime-là? On y va ensemble, moi puis René. René, il est infirmier. Oui, OK, il est capable de me guider un peu, puis je vais par moi-même. C'est vraiment, je me prends pas une journée à l'avance, parce que j'ai des fois, j'ai 2 kilos à perdre, c'est à peu près 5 livres. Mais je vais 2-3 semaines à l'avance. Puis on y va graduellement, on mange plus santé, on fait attention à ce qu'on mange, on bouge plus, puis ça y va. Ça veut dire que c'est, pour toi, Jessica, c'est une compétition personnelle presque à tous les jours. C'est toujours de faire attention, c'est tout le temps. C'est un petit peu ça. René semble... Non, Gaby, pas tout à fait. Non. Parce que Jessica va bien surveiller son poids environ de 2 à 3 semaines avant une compétition importante. Comme présentement, Jessica, ne surveille pas son poids. C'est-à-dire que là, présentement, elle pèse 50 kilos. OK? Donc, on a environ 4 compétitions qui sont très importantes dans l'année, dont à 4 reprises, 3 semaines avant, on surveille un peu plus notre poids. Puis si tu te présentes à la compétition, puis je ne sais pas, tu pèses, ça ne doit pas arriver, sûrement parce que vous faites excessivement attention à votre poids, comme René disait avant chaque compétition. Mais si vous arrivez à 50 kilos, tiens, disons, il se passe quoi? Certaines compétitions, telles que les Canadiens, les championnats du monde, je ne peux pas lever. Je ne peux pas effectuer ma compétition parce que j'ai été classée dans cette catégorie-là. OK. À certaines compétitions plus provinciales, ça ne dérangerait pas. Je lèverais dans la catégorie supérieure les 53 kilos. Mais à ce moment-là, c'est les filles plus fortes. Il faut que je lève plus. Puis c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil du tout, du tout. Alors, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Si on parlait de la prochaine compétition d'envergure que Jessica va aller, c'est quoi? La prochaine qui s'en vient, là. Oui, je pars le 5 octobre pour les Jeux du Commonwealth de la jeunesse. Ça se passe en Inde. Ah oui. Je pars le 5, je compétitionne le 13 octobre, puis je reviens aux alentours du 20. Donc, elle est partie pendant pratiquement 2 semaines. Pendant 2 semaines. Puis présentement, Gaby, ce qu'on travaille là-dessus, c'est qu'on travaille pour que Jessica fasse une bonne performance. Mais il va y avoir un décalage horaire, un changement de nourriture. Exactement, là, c'est ça. La chaleur va être très différente aussi. On est dans le sud de l'Inde. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est... Est-ce que ça vous fait peur, je veux dire un mot de même, là, parce qu'il y a la nourriture, là, comme René vient de dire, la chaleur qui est extrême là-bas, ce n'est pas les mêmes conditions de vie, ce ne sont pas... Est-ce que ça, c'est envisagé ou bien non? Est-ce que ça vous fait peur ou bien non, si vous êtes habitué, je ne sais pas, là? Bon, on n'est pas encore vraiment habitué. J'ai juste fait une compétition, il y avait un autre décalage horaire, tout ça. Mais on se prépare tranquillement à ça, on fait les entraînements, on se parle beaucoup pour essayer de préparer mentalement pour... faire face à tous ces imprévus-là. En tout cas, bravo, Jessica, vous êtes... Moi, Gaby, en terminant, je voudrais seulement dire aux auditeurs que Jessica, c'est une athlète qui performe beaucoup. Mais en dehors d'être une athlète, c'est une personne aussi, qui est très raisonnable aussi, très intelligente aussi. Okay. Fait que ça, c'est facilitant pour moi aussi. Sûrement, exactement. Alors, merci beaucoup à vous deux. René, toutes nos félicitations encore une fois. Puis quand on parle de 1000 à 1500 heures de bénévolat, chapeau à vous, René, puis continuez cet excellent travail. Jessica, vous êtes une fierté pour nous autres. Bravo, puis continuez dans ce domaine-là, parce que je suis certain que vous allez vous rendre aux Olympiques. J'en suis persuadé. Je vous remercie infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.